الذنب يغفر عند أول قطرة وأرى المكانة في المنازل عالية والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة ومن القيامة ناجية ومتوجا تاج الوقار وشافعا في ذي القرابة قاصيا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent le guidé. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme vous le savez, j'aime bien réfléchir, analyser des sujets qui font polémique, des sujets sur lesquels on a l'impression, à tort ou à raison, que la réponse est simple et qu'en fait, elle ne l'est pas. Le sujet qui m'intéresse aujourd'hui est le sujet dont on parle beaucoup dans les médias. Et j'ai été interpellé par l'intervention d'une certaine Zawra Bitan, qui participait à l'émission Les Grandes Gueules. Oui, le terme est bien choisi. Et tenait des propos qui, selon moi, étaient vraiment dignes du comment on appelle, du café du commerce, beaucoup plus qu'une réflexion intellectuelle, argumentée et posée. On parle de quoi? On parle de que faire et où juger les repentis ou non de Daesh. Alors moi, je suis très à l'aise pour en parler parce que, à de multiples reprises, comme tout le monde le sait, je me suis exprimé sur la question en disant que je ne partageais pas l'idéologie de ce groupe et que j'étais contre le départ des femmes, des enfants, des jeunes gens, etc., vers la Syrie. Je le dis depuis 2013, donc je ne vais pas me répéter là-dessus. Il suffit d'aller dans les archives, c'est très simple à retrouver. Mais ça m'intéresse en tant que citoyen européen de confession musulmane. Ce sujet m'intéresse. Pourquoi? Parce que j'estime, après avoir bien réfléchi, que ces gens, qu'ils soient des hommes, des femmes, et encore plus évidemment des enfants, doivent être rapatriés dans leur pays d'origine, leur pays de leur nationalité, et jugés ici. Pourquoi? Alors vous entendrez les gens, évidemment, du café du commerce. Ouais, ils étaient contre notre système, ils aimaient pas les koufars, donc maintenant ils veulent se faire juger par les koufars, qui crèvent là-bas, bon débarras, tfou. Et Madame Zawra, qui a peut-être des ancêtres qui ont du sang français sur les mains, est la première à le dire. Enfin bref, on n'est plus dans un délire près. Et bon, ça c'est les réponses faciles, les réponses, vous savez, émotionnelles. Toute cette émotion que je déteste, qui est devenue la norme dans notre communauté et dans les médias. On est dans les émotions, on est dans le passionnel, on est dans le manque de réflexion, le manque de profondeur. Pour moi, c'est une torture de vivre dans une époque où la pensée profonde est mise de côté. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vais expliquer pourquoi. Je suis pas d'accord qu'ils soient laissés là-bas et pas rapatriés pour plusieurs raisons. Je vais les énumérer, mais peut-être j'en oublie. La première, c'est que nous devrions tous faire amende honorable, je dis bien tous, médias, occidentaux, musulmans, prêcheurs dans les mosquées, etc., etc., on devrait tous faire amende honorable parce que de 2011 à fin 2013, on parle quand même de 2 années. Enfin, 3, pardon. Toute l'année 2011, toute l'année 2012, toute l'année 2013, 3 ans, 36 mois, durant lesquels tout le monde s'est époumoné à longueur de reportages, de documentaires, de débats sur la monstruosité du régime syrien, sur la veuve et l'orphelin, sur les tortures, sur le fait qu'il fallait faire quelque chose, sur le fait que si Bachar el-Assad utilisait des armes chimiques, nous allions intervenir et qu'il aurait franchi la ligne rouge. Rappelez-vous, moi je me rappelle très bien des déclarations
de M. Hollande et Obama en août 2013. Bachar a franchi la ligne rouge, nous allons entrer dans la guerre, ça suffit. Nous avons des preuves que du gaz sarin a été jeté sur les populations civiles, etc. Donc, premièrement, tous ces gens-là qui ont excité le peuple, qui ont créé un sentiment de devoir faire quelque chose chez des jeunes et des moins jeunes et des femmes et des hommes, doivent d'abord réfléchir sur leur rôle dans ces départs. Est-ce qu'ils n'ont pas, par leur reportage, par leur débat, etc., quelque part été co-responsables de certains départs? Je ne dis pas tous, mais certains départs. Ensuite, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, comment dirais-je, le devoir de la justice occidentale, droits de l'homme, humanisme et compagnie, de juger des concitoyens au cas par cas. Je répète, le devoir pour la justice occidentale et ses valeurs, de juger au cas par cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans les gens qui sont partis, il y a eu différentes motivations, il y a eu différents parcours, il y a eu différents degrés de dangerosité, il y a eu différents niveaux d'adhésion à l'idéologie de Daesh, etc., etc. Et on ne peut pas mettre d'une manière fainéante et paresseuse dans le même sac la petite jeune fille de 16 ans qui est partie amoureuse d'un beau barbu dans son pick-up devant une villa avec une piscine qui a dit « Viens, viens, je t'aime, ma chérie », avec une personne radicalisée, disposée à commettre des actes de violence ici ou ailleurs, qui aurait rejoint Daesh et qui serait maintenant prisonnier ou etc. Donc, on peut pas, ce n'est pas, enfin on ne peut pas, qui suis-je pour dire on ne peut pas? Je dis, ce n'est pas honnête, ce n'est pas crédible si on dit que tous les gens qui sont partis sont tous partis avec un même cursus, une même motivation et ont eu un même parcours sur place. Nous le savons tous, nous lisons les médias, les témoignages, les interviews, les livres qui ont été publiés sur la question, dont le livre David Thompson, Les Revenants, enfin, et beaucoup d'autres bouquins sur la question, articles. Il y a toutes sortes de profils qui sont partis là-bas. Il y a toutes sortes de gens. Des fois des profils un peu presque comiques. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas dire dans ce lot-là, il n'y a aucun repenti, il n'y a personne qui a été trompé, manipulé, abusé, qui a été appâté par des faux témoignages. À Raqqa, la vie est merveilleuse, venez. Ici, c'est le Club Med version islamique, etc. On ne peut pas faire semblant que ça n'a pas existé. Ce serait malhonnête. Ce serait malhonnête. Plus, on ne sait pas, parmi les gens qui sont partis, combien n'ont pas été déçus, combien n'ont pas réalisé sur place que c'était des fantasmes, c'était des utopies, une utopie, et qui est sincèrement repenti de tout ça. Alors on va me dire, musulman, voilà, en fait c'est comment on appelle ça? Taquilla, je sais pas quoi, parce que chaque fois c'est comme ça avec moi. Moi c'est pas que je suis fatigué, j'en ai marre. Tu as un double discours, ouais, en fait ton discours cache un autre discours, et tatati, et tatata. Moi c'est pas mon style. Mon discours il est extrêmement clair. Il est toujours argumenté. Il est toujours avec des exemples. Je balance pas comme ça des choses floues et bizarres. J'explique pourquoi. Et si j'ai tort, il faut me démontrer que ce que je dis est faux. Il faut me démontrer que les médias n'ont pas joué un rôle de 2011 en 2013 en excitant le petit peuple ici par rapport à ce qui se passait en Syrie. Il faut me démontrer que tous les gens qui sont partis ont la même idéologie, ont la même dangerosité, sont tous capables de commettre des actes de violence contre la France, des civils, etc., etc.
Je n'angélise absolument pas. Je suis un pragmatique. Et je dis, et c'est mon troisième point d'ailleurs, c'est mon troisième point, je dis, un Français, un Belge, un Hollandais, qui commet des actes, des infractions envers la loi, eh bien, il doit répondre de ces actes devant sa justice. Pourquoi? En plus de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les gens qui les ont emprisonnés en ce moment, on parle donc de Kurdes, de milices chiites, etc., Yazidis et compagnie, ce sont des gens qui sont eux-mêmes sanguinaires, qui sont eux-mêmes non respectueux des droits de l'homme, qui sont eux-mêmes des criminels de guerre, qui sont eux-mêmes des gens qui appliquent des exécutions sommaires, etc., etc. Et là, tout d'un coup, pour des concitoyens, on voudrait dire, ah ben très bien, tant mieux, ils font le sale boulot à notre place. Avec tout ce que je vous ai dit plus tôt, est-ce que c'est juste? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de systématiquement ne pas donner le bénéfice du doute, de ne pas écouter, de ne pas juger, et le cas échéant, on appliquera la peine de prison, même lourde, 10, 15, 20 ans, que sais-je, à la personne incriminée. Pourquoi nos Français pédophiles auraient, eux, le droit d'être jugés en France? Ils n'ont pas atteint à la société, ils n'ont pas atteint à la règle de la société française, en détruisant mentalement et physiquement des bébés, des enfants, par leurs actes? Pourquoi nos braqueurs, nos tueurs, nos falsificateurs, producteurs de monnaie contrefaite, etc., ils n'ont pas atteint à la sécurité de l'État? Ils ne sont pas responsables d'un grave préjudice qui pourrait déstabiliser l'État? Par définition, quelqu'un qui va en prison est quelqu'un qui a commis un acte qui pose problème à l'État. Ça ne sert à rien de rajouter, oui, idéologie mortifère, les koufars. Non, on parle de quelqu'un qui a fait une infraction avec la loi, oui ou non. Dans mon cas, si on y revient, beaucoup de gens se sont esclaffés, dans le mauvais sens du terme, en disant « Quoi, il a fait que 2 ans de prison? Ça cache quelque chose, hein, mes amis, etc. » Pourquoi ils ont dit ça? Parce que ces gens ne comprennent pas le fonctionnement de la loi en Europe. Le fonctionnement de la loi en Europe, c'est que le temps de l'enquête, on laisse les gens en prison, en détention préventive. Parce qu'il faut enquêter. Il y a des commissions rogatoires qui doivent partir. Dans ce cas-ci, en Turquie et ailleurs, ça prend du temps, il faut faire des traductions, il faut analyser des centaines d'heures d'écoute téléphonique, il faut lire des milliers de mails, ça prend beaucoup de temps. Et donc, on passe du temps en détention préventive. Puis, une fois que l'enquête est terminée, le dossier est transmis à la justice et une date de procès est décidée et les juges analysent les faits au regard des preuves. Et ils jugent là-dessus. Et c'est là que, si on prend mon cas par exemple, quand un juge voit, oui, il y a 10 ans, il y a eu des fréquentations un petit peu extrémistes. Oui, en 2010, il a déjà eu affaire à la justice, mais apparemment, depuis, il a un autre discours, il a d'autres fréquentations, etc., etc. Oui, c'est vrai, pendant quelques mois, il a fréquenté telle ou telle personne, mais, aucune écoute téléphonique, aucun mail, aucune preuve nous montre que il a facilité des départs de jeunes, il a influencé, il s'en est réjoui, il en a parlé dans ses fameux audios, etc., etc. Donc, au regard de tel ou tel point qui pose problème ou qui pose des doutes, eh bien, au-delà de ces 2 ans, nous le condamnons à 5 ans, dont 3 ans avec sursis. Parce que la justice fonctionne, heureusement, j'ai envie de dire, au cas par cas. C'est-à-dire qu'on étudie qu'est-ce que ce gars dit, qu'est-ce que les gens disent de ce gars, quelles sont les preuves que ce qu'on lui reproche est vrai, etc., etc. Et chacun, évidemment, comme dans mon procès et dans d'autres, a des peines différentes.
Et si l'accusé juge que ce qu'on lui a mis comme peine est exagéré, n'est pas juste, regarde des preuves, etc., il va en appel, ce qu'on appelle en appel. Et là, des autres juges vont réétudier le dossier et vont donner leur avis, qui parfois est le même, parfois plus clément, et souvent plus dur. Voilà pourquoi souvent les gens qui font appel doivent bien être sûrs qu'ils sont innocents ou qu'ils ont été victimes de circonstances aggravantes, comme par exemple l'actualité. Durant mon procès, il y a eu toute une série d'attentats en France, en Belgique, qui ont fait que l'ambiance était très mauvaise. Et donc, une autre personne dans ce procès, Jean-Louis Denis, a fait appel à bon escient, puisque condamné de 10 ans en première instance, il a écopé de 5 ans en appel, après que des nouveaux juges ont réétudié le dossier dans le calme et hors de passions médiatiques. Et donc je dis que ce traitement pour les musulmans islamistes ou tout ce qu'on veut rester en Europe devrait être le même pour ceux qui sont partis de l'Europe. Parce que les gens qui les détiennent en ce moment ne sont pas des gens qui garantissent des procès équitables où justement on pourra faire le cas par cas. Est-ce qu'on est soucieux d'être juste ou on veut juste se débarrasser des gens potentiellement dangereux? Si c'est le cas, il faut dynamiter toutes les prisons et tuer tout le monde parce que là-dedans, il y a des pédophiles qui peuvent récidiver, il y a des braqueurs qui peuvent récidiver, il y a des toxicomanes qui peuvent récidiver, il y a des violeurs qui peuvent récidiver et donc ils sont tous un danger potentiel pour la société quand ils vont sortir. Maintenant, nous sommes en 2018. Les premières personnes qui ont été mises en prison pour des questions d'islamisme en masse, je parle, ça date de, si je me rappelle bien, plus ou moins l'année 2012. Et c'est des gens qui, en moyenne, ont pris 8 ans de prison. Si ma mémoire est bonne. Ce qui signifie que d'ici 2020, la plupart des gens vont commencer à sortir. Qu'est-ce qu'on fait? La question, en fait, elle est là, parce que moi, je n'aime pas comment on dit, les un poids, deux mesures. Si on accepte de relâcher dans la société des violeurs, des pédophiles, des braqueurs, des tueurs, je vous rappelle, gentiment et poliment, parce que j'aime pas qu'on prenne pour un con, qu'un tueur, je répète, un tueur, pas quelqu'un qui a éventuellement participé, mais qui a été par amour et finalement s'est retrouvé pris dans un truc malgré elle. Non, non, on parle d'un tueur. Et on parle pas de crimes passionnels qui sont souvent jugés avec plus de clémence qu'un crime tout court. Un tueur, en tout cas en Belgique, je ne sais pas en France, si c'est le premier acte de tuerie de la personne, les personnes font maximum 10 ans de prison effectif. C'est-à-dire 30 ans, un tiers de la peine. C'est comme ça. Dans les assises, quand on a tué quelqu'un, si c'est la première fois, eh bien, on a une peine, 15, 20, 25, suivant le cas, et on fait un tiers de cette peine. Ça, c'est la réalité. Et je suis désolé, c'est pas parce que je suis musulman que je dois supprimer mes neurones, que je dois supprimer ma logique, et que je n'ai pas le droit de dire qu'un chat s'appelle un chat. Et je dis, tout Belge, Français qui commet un acte, une infraction envers la loi, doit en répondre devant la justice de son pays et purger sa peine dans son pays. Surtout quand les gens qui détiennent ce concitoyen sont des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui appliquent des châtiments corporels, des tortures, et qui appliquent la peine de mort à tort et à travers. Raison de plus. Mais ici, quand on s'appelle, je ne sais plus tous les noms, par cœur, mais j'en ai vu quelques-uns défiler, Thomas Machin, Margot, Emily, Conning, etc. Quand on n'a pas la chance, apparemment, d'avoir violé, d'abuser d'enfants, de tuer des vieilles dames pour leur voler leur téléviseur, en leur mettant le feu, quand on n'a pas la chance d'avoir fait ça, eh bien, on ne doit pas être rapatrié, jugé ici, parce qu'on a une idéologie qu'on n'aime pas.
Je ne sais pas si c'est logique. Moi, j'aime bien la logique. Hein. Je ne suis pas là pour défendre un clan. Je veux de la logique et de l'intégrité. C'est comme dans tous les sujets que j'essaie d'aborder. C'est trop facile de, quand ça nous arrange, exciter les gens sur Bachar el-Assad, montrer les torturés, les violés, les gens qui sortent de prison, la peau sur les os, etc., les enfants en kefta. Et puis on dit, il y a des jeunes impressionnables de 16, 17, 18 ans qui partent. Qu'est-ce qui se passe? On oublie les reportages, on oublie les témoignages, on oublie les débats, on oublie... On oublie toute la propagande médiatique. On fait les étonner. Oh, mais c'est qui les a radicalisés? C'est pas le méchant Abou Rayhan? Le méchant, là, l'intello? Non, c'est pas Abou Rayhan. C'est France 24, c'est BFM, c'est iTélé, c'est LCI, etc. Il n'y a pas eu besoin de moi, rassurez-vous. Vous avez fait grandement le travail, en montrant les morts, en montrant les pleurs, en montrant les mamans éplorées, en montrant les gens affamés, en montrant les barils de poudre qui explosent sur les gens. Il n'y a pas eu besoin de moi. Trop facile de dire ça. Assumez. Mais quand la politique change, et quand on commence à se dire, tiens, finalement, est-ce que c'est vraiment notre intérêt de parler mal du monstre Bachar? Bon, mettons quelques pigeons en prison, diabolisons quelques prêcheurs, et l'affaire est faite. C'est injuste. Je suis désolé, et je parle pas pour moi. Hein. Moi, je suis rien, j'ai eu mon destin qui m'est arrivé. Je l'accepte, je ne suis pas là occupé à me ronger les ongles matin, midi et soir. Pourquoi j'ai été en prison injustement? C'est la vie, c'est le destin. J'ai fréquenté certaines personnes au mauvais moment. Je pouvais pas savoir, eux ne pouvaient pas savoir. Donc dans le doute, oui, j'étais en prison et j'y ai été traité normalement finalement tout s'est bien passé. J'y ai beaucoup lu, ça m'a fait du bien. Bon, voilà. Donc je parle même pas par vengeance ou par esprit de blessure personnelle. Je parle par esprit de justice. Pour toute une série de gens, maintenant, auxquels je pense, des femmes, des petits-enfants, des gamins, qui se sont retrouvés, en fait, embarqués malgré eux dans un truc qui les dépasse. Aujourd'hui, leur chef qui gueulait sur les minbars en 2014, on le voit plus, on l'entend plus. Ils allaient soi-disant reprendre Jérusalem et l'Arabie. Et au final, c'est les fantômes, plus personne n'est là, tout le monde s'en lave les mains. Goodbye, ciao, bon dimanche, débrouillez-vous chacun dans votre coin. Mais bref, c'est un autre débat. Donc moi je ne comprends pas, évidemment, ces gens qui soi-disant sur des droits de l'homme, laïcité, comment ces gens ne comprennent pas ce que je viens d'expliquer. Je suis sûr que 90% d'entre vous qui m'écoutez à l'instant se disent « Ah ouais, ça se tient ce qu'il dit. Ça c'est logique. » Ouais, effectivement, de 2011 en 2013, on a beaucoup excité les gens dans les médias. Effectivement, là-bas, il y a toutes sortes de gens qui sont partis, des petites gamines, des gamins, parfois des gens dangereux, oui, parfois des ex-détenus, islamisés, radicalisés, oui, certainement. Et c'est vrai que les gens qui les ont en détention là-bas, qui vont les juger, sont tous sauf des gens respectables. C'est des milices chiites, des Kurdes, des Yazidis et compagnie, qui sont des gens qui ne respectent rien et qui sont tout aussi barbares que Daesh eux-mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'on accepte la barbarité des Kurdes, mais on n'accepte pas la barbarité de Daesh? Il faut se poser la question. Alors pourquoi, si je dis ça, moi, petit gars qui réfléchit dans son appartement, il n'y a pas des grands penseurs, des grands philosophes qui sont capables de penser ça? Pourquoi on laisse venir à la télé des gens qui sont là? Non, laissez-les crever, ils n'aimaient pas la France, ils ont qu'à mourir là-bas, on s'en fout, de toute façon, coupable ou pas, bon débarras, tout ce qui est lié à l'islam, tfou. Voilà. On veut que c'est ça des débats intellectuels? C'est ça la France d'aujourd'hui? Des espèces de nazillons aigris qui veulent éliminer tout ce qui ne leur ressemble pas? Après avoir ouvert les vannes de l'immigration, venez, terre de tolérance, on a besoin de votre main-d'œuvre à Boulogne-Billancourt et à Sochaux. Et puis, vous n'êtes pas comme nous, tiens. Vous mangez du couscous, vous faites l'Aïd. Je savais pas. Je savais pas quand je vous ai donné des contrats de travail pour faire nos maisons, pour faire nos voitures, pour réparer nos routes, pour ramasser nos poubelles. Je croyais que vous étiez choucroute et bière et vin. Ça
Ça, on n'aime pas, hein. Ça nous dérange. On veut bien que vous fassiez de l'intendance chez nous, mais il faut laisser tout votre bric-à-brac chez vous, hein. Chez nous, c'est la France, hein. Nous, quand on vient chez vous en Algérie, on devient des Algériens, c'est bien connu, non? Quand on est venu en Algérie 160 ans, on était en babouche, on faisait du ramadan et on priait, non? On s'est intégré à l'Algérie. Alors intégrez-vous à la France. Voilà. Tout du bidon, tout du sens unique, tout des gens hypocrites. C'est révoltant. Et quand je dis révoltant, il faut bien me comprendre ma mentalité qui est très spéciale. Quand je dis révoltant, je dis pas sale koufar, il faut les tuer. C'est pas ça que je dis. Je dis le musulman et les intellectuels, les justes de toute appartenance, doivent refuser l'aliénation intellectuelle, doivent refuser les raisonnements faciles, doivent refuser les discours binaires, sans profondeur et sans crédibilité. C'est le devoir de toute personne intègre, juste et intellectuelle, musulmane ou non, d'avoir une pensée profonde sur le monde. Je répète, profonde. Nous sommes dans des pensées survolantes, superficielles. Je crois que, j'ai l'impression que, sans exemple, sans raison valable, juste, ils ont une idéologie mortifère, hein, on va faire quoi, les ramener ici aux frais de la République? Mais la République, elle paye pour les pédophiles. La République, elle paye pour les criminels. La République, elle paye pour les toxicomanes. La République, elle paye pour les violeurs. Pourquoi elle ne peut pas payer pour les islamistes? Ils ont fait des infractions, punissez-les. Point. En quel honneur? En quel honneur violer des petites filles et des petits bébés est plus acceptable en République que d'être islamiste, éventuellement terroriste? C'est un délit, s'il est prouvé, qui doit être puni par la loi. Point barre à la ligne. Il ne faut pas être Einstein pour comprendre ça. C'est tout de même hallucinant. Et évidemment, tout le monde boit ça comme du petit lait, puisqu'on a toutes les babouins qui répètent en chœur Chalgoumi et autres. Ah oui, oui, tout à fait, c'est bien ça. Voilà, il n'y a personne pour relever le niveau. C'est atterrant, c'est affligeant. Moi, je suis même plus au stade de la révolte, je suis au stade de la résignation et de la tristesse. Quand je vois le monde, quand je vois les médias, quand je vois les gens, quand je vois les musulmans entre eux, quand je vois les débats, les discussions dans certains fils d'actualité sur Twitter ou Facebook. Hi hi hi, ha ha ha, lol, MDR. Oui, mais toi, truc, ta gueule, nique ta truc. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Où sommes-nous? Où sommes-nous? On a l'impression d'être dans un zoo, on a l'impression d'être dans un bar, je sais pas. Moi, je m'y retrouve pas, mes amis, vraiment pas. Mais bon, on choisit pas l'époque dans laquelle on vit, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais j'essaye d'utiliser mon droit à la liberté d'expression pour essayer, peut-être, d'éveiller une conscience à gauche et à droite, de gens qui se disent, tiens, pas si con ce qu'il dit. Tiens, oui, logique. Ah, je change d'avis. Peut-être. Pour le reste, je peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les médias sont tout puissants, la bêtise est ultra dominante, le sectarisme de tous bords est partout la norme, et donc on est là, on patauge entre des extrémistes de tous bords, des gens soi-disant qui ont le droit à la parole, qui ont le droit à l'image médiatique, et on est là dans l'ombre, à essayer de faire entendre des petites réflexions, des rayons de lumière au milieu des ténèbres. Pas facile. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.